El pronunciamiento de los jóvenes, un camino de la imposibilidad a la posibilidad. Fueron las calles de París, en los muelles del Sena, el escenario donde nos sorprendió un grupo de jóvenes practicando el slackline, deporte de equilibrio sobre una cuerda floja. Puesta en escena casi perfecta de la búsqueda del equilibrio en la incertidumbre que viven los jóvenes en su día a día. Un troisième livre de Monica Toscano constitue une nouvelle possibilité de cesser d'être, pour reprendre les propos de l'auteur, des témoins actifs de ce que nous ne faisons pas. Une nouvelle possibilité par le biais d'un chemin, d'une méthode, pour parvenir en tant que société, en tant qu'adultes, à coopérer avec les jeunes dès lors que le risque frappe à leur porte d'une manière plus urgente que jamais. C'est là une opportunité, à travers de la définition de prévention en acte, de se donner les moyens d'agir avant que les faits ne surviennent. Grâce à son travail de recherche et de prévention, Monica Toscano nous avertit qu'il est nécessaire de bâtir un nouveau paradigme, de tenter une nouvelle voie, une méthode permettant de répondre aux situations à risque que vivent les jeunes à des âges de plus en plus précoces. L'école, en tant que cadre offrant une grande opportunité, un nouveau décor où les jeunes et les enfants peuvent donner à lire les signes de leur appel à l'aide constant. Et où il s'impose, aux yeux de l'auteur, de créer des équipes. Cette équipe est constituée d'enseignants, chefs d'établissement, familles et adultes, fonction de l'adulte qui va remplir, grâce à la formation, une mission de coopération auprès des jeunes. Ce prologue a pour but, entre autres, de partager avec le lecteur la parole des personnels de direction engagés avec leurs institutions respectives dans la recherche d'une réponse vis-à-vis des situations que leurs élèves vivent jour après jour. Ces personnes deviennent ainsi les héros des changements profonds suite à la mise en place de la méthode, survenant sur ces trois grands axes: élèves, familles, personnel, au sein de leurs établissements scolaires. Les enseignants dévoués au travail de prévention auprès de leurs élèves arrivent à saisir les signes pertinents à comprendre et à intégrer l'importance de la lecture de la dimension collective dans les expressions de la violence. Du coup, ils trouvent le moyen d'offrir des réponses. Ces réponses permettent à leur tour de renouveler l'enthousiasme dans leur fonction au profit de la collaboration avec les enfants. Il est à noter également le travail de fond réalisé aux côtés des familles, l'un des piliers essentiels du dispositif de prévention, en place dans les établissements scolaires qui adoptent notre méthode, et notamment la mise en œuvre de celle-ci lors des ateliers de prévention adressés aux enfants et aux jeunes, dont l'objectif capital est de leur permettre de se prononcer en tant que pièce clé de notre réseau de prévention. Toute la démarche de l'auteur va de la praxis à la conceptualisation d'outils permettant de travailler en collaboration avec les jeunes. C'est en effet dans la praxis que le paramètre pouvoir du groupe, développé par Monica Toscano dans ses deux ouvrages précédents et qui est traité dans le chapitre 1 de ce livre, s'impose comme une donnée presque constante et déterminante pour comprendre et agir de façon préventive face aux expressions de violence active et violence passive que vivent les jeunes. La dimension du pouvoir du groupe est effectivement un paramètre fondamental que, comme nous le disent des directeurs et des enseignants, nous ne sommes pas habitués à lire. Un pouvoir du groupe qui, selon l'auteur, peut aller jusqu'à s'exprimer dans des situations à haut risque, présentant des caractéristiques régressives à la manière d'une meute cruelle, entraînant des conséquences graves
telles que des réactions de plus en plus violentes envers les autres ou l'augmentation douloureuse et irréparable du taux de suicide chez les adolescents. Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre eux méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Face aux situations de violence passive qui se produisent à des âges de plus en plus précoces et de façon répétée, l'auteur nous dit: El suicidio en la adolescencia violenta, coarta ferozmente el devenir natural, donde toda la pulsión de vida y crecimiento se estrella contra la pulsión de muerte. Que pouvons-nous faire en tant qu'adultes? L'école, comme l'affirme l'auteur, constitue une deuxième chance pour lire cet appel à l'aide que les familles souvent ne peuvent pas identifier. Pienso que, como dice Mónica Toscano, tenemos que aprender a escuchar a los chicos en su dolor. En las escuelas hay un continuo de trabajo de llegar a tiempo en otras cosas, generalmente en las exigencias de la excelencia académica, pero a veces no se detiene la mirada hacia los chicos. Tiene que ver con que la inercia de la escuela en sí misma muchas veces lleva a no detenerse. Se naturaliza mucho lo que le pasa a los adolescentes. También pasa esto, ¿no? Bueno, ya se les va a pasar, son cosas de la edad y no se ve la dimensión de lo que puede ocurrir. Sigue habiendo intentos de suicidios y hasta suicidios. Y cuando esto sucede, sigue generando en los adultos desconcierto, asombro y no entendimiento de por qué sucede. Es que no se nos ocurre, como dice Mónica en su libro, pensar en cómo leer situaciones de tanto riesgo que viven los chicos antes de que los hechos sucedan. No hay un espacio de prevención. Me parece que es un compromiso y una responsabilidad que nos convoca a todos. Y me hace pensar que los adultos, por dolor, negación o desconocimiento, siempre están mirando para otro lado. Y cuando llega la situación y el momento, se asombran. Quedan inmovilizados en lo que ocurre. Dicen, esto nunca había pasado, pero esto pasa. ¿Por qué no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo? Si, comme le propose Monica Toscano, tant est que responsabilité ne veut pas dire culpabilité, mais donner une réponse. Quels sont alors les signes qu'on n'a pas vus ou qui nous ont échappé? Voilà ce que se demandent de nombreux chefs d'établissement. C'est lorsque ces signes passent inaperçus que l'irréparable revient. Hoy la escuela se ve en esta situación compleja que nos atraviesa. A veces es muy frustrante para los profesores no tener tiempo para poder reunirse y hablar sobre lo que muchas veces observan en sus alumnos. No puede ser que en las instituciones educativas y sobre todo en una etapa tan difícil como es la escuela secundaria para los chicos, donde transitan su adolescencia, no tengamos tiempo para reunirnos, hablar sobre cómo ves a este alumno vos en tu espacio, en tu hora, cómo lo veo yo en mi espacio curricular, cómo lo están viendo el preceptor del patio, el directivo.
No solo impartimos conocimientos, sino que estamos educándolos activamente para la vida. Como lo fuimos trabajando en nuestra formación con el método todo este tiempo, siempre aparecen signos. Los chicos siempre nos dan signos, porque algo el chico siempre muestra. Cuando en el trabajo en equipo entre los docentes se puede establecer este cruce de información, es allí donde empezamos a encontrar las coincidencias. Se enojó y demostró un enojo exorbitante en una clase. Se mostró decaído y solo en otra. Si aprendemos a estar atentos, como dice Mónica en las distintas formaciones que hacemos, alguien siempre ve o escucha algo. Si no, lo soltamos. Si esto no sucede, si no estamos atentos, si no observamos estos signos, los soltamos y quedan solos, quedan a la deriva, los abandonamos. Para mí fue fundante en mi formación con el método comprender la importancia de la función de los adultos con los chicos. Y como dice Mónica Toscano, las instituciones educativas los tienen que enlazar. Prendre le relais dans notre fonction afin de libérer les jeunes d'un pouvoir du groupe qui se veut cruel. Tel est le grand défi à relever aujourd'hui, notamment lorsque ce pouvoir du groupe s'exprime sur les réseaux sociaux. On vit l'époque du virtuel, des tutos pour du rimel. Snapchat, dis-moi qui est la plus belle pour elle. Être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle éteint son portable et commet l'irréparable. Le chapitre 3 de cet ouvrage, intitulé « Lorsque le réseau devient un labyrinthe », nous donne à lire des propos cruels véhiculisés par les réseaux sociaux, très souvent sous couvert d'anonymat. Anonyme, sans nom. Ne pas être nommé. Faire partie d'une foule cruelle qui a gommé toute différence. Les enfants sont de plus en plus tôt en prise avec des situations graves dont ils ne savent pas sortir seuls, lorsque le réseau devient un labyrinthe. Nous voyons parfois de jeunes enfants qui n'ont envie de rien ou qui sont tristes, comme s'ils avaient vécu des choses terribles. Certains d'entre eux me disent qu'ils regardent des choses qui ne sont pas faites pour eux. Et nous constatons le mal que cela peut provoquer. On leur dit « Si tu ne te sens pas bien à l'école, c'est peut-être parce que tu regardes des choses qui ne sont pas de ton âge. Pourquoi les regardes-tu » Ils répondent qu'ils ne savent pas. Nous avons observé un changement dans leur comportement, un signe, comme nous l'avons appris lors de notre formation à la méthode. Ces signes sont autant de façons qu'ont les enfants de demander de l'aide face à des situations complexes qu'ils ne comprennent pas. Ils voient uniquement des choses violentes. Pourquoi ? Dans le chapitre 3 du livre de Monica, nous lisons « Ça calme d'être sur Internet ». Je pense que si les jeunes disent ça, c'est parce qu'ils sont complètement absorbés par ce qu'ils regardent et qu'ils cessent d'être eux-mêmes, voire de penser. Ils ressentent alors une sorte de soulagement. Je m'évade complètement, je plonge dans l'écran et dans ce que je vois. Je me déconnecte de la vie réelle. Après, ils s'aperçoivent qu'il leur est difficile de s'en détacher. Souvent, ils n'ont pas le réflexe de se dire « ça suffit, j'éteins ». Ça calme d'être sur Internet, disent les élèves d'une école parisienne. Dans le chapitre 3, nous avons le témoignage des élèves d'une école à Düsseldorf. Il faut limiter l'utilisation des écrans, car on ne peut pas s'arrêter. On ne regarde que ça. Alors, quand on va à l'école, on ne peut pas penser à autre chose.
On se dit qu'après les cours, on va pouvoir enfin se remettre devant l'écran. On est trop attaché à ces objets. Ces objets sont notre vie. On ne peut pas s'en passer. Par ailleurs, un adolescent de 12 ans à Buenos Aires signale. Si no hacía o decía lo que ellos querían, me iban a cancelar, ignorar de todos sus grupos, de todos sus juegos. Y eso para mí hoy es insoportable. Volver a estar solo. Un autre garçon de 14 ans raconte. Llego a casa y no puedo evitar conectarme para leer y ver qué dicen. No puedo parar. Es algo que no puedo evitar. Muchas veces, después de leer lo que dicen de mí, me dan ganas de desaparecer. On assiste malheureusement à des cas extrêmement graves, comme le douloureux cas de l'adolescente Amanda Todd. Amanda nous dit, en arrivant à la maison, je suis allée sur Facebook. Ils ont dit, elle l'a bien mérité. Tu t'es enlevé la boue sur tes cheveux. J'espère qu'elle est morte. Cette adolescente, entraînée au suicide par un groupe décrit par l'auteur comme ayant des propos régressifs semblables a ceux d'un moi massif et cruel sur les réseaux sociaux. Todos los que causaron esta situación de acoso a la adolescente Amanda Todd nunca han visto limitada su crueldad y yo creo que ese es el trabajo preventivo fundamental. Hay un elemento central en este tipo de situaciones de acoso en las redes y es la prevención. La prevención significa limitación. Uno de los puntos centrales de la aplicación del método de Mónica Toscano en nuestra escuela es que, después de haber aplicado con los niños límites ordenadores y de que estos los tengan internalizados, ellos mismos comienzan a limitarse a sí mismos. Además, formamos a los profesores teórica y prácticamente en la aplicación de límites a los niños y los adolescentes, y esto me parece muy importante. Es una de las funciones fundamentales de la escuela en el área de la prevención, limitar la crueldad infantil. Así como también no mirar para otro lado. Es una actitud de valentía, no tener miedo a equivocarse, porque lo peor es no hacer nada, que es lo que le ha pasado a esta adolescente frente a situaciones de acoso que tuvo que vivir. Esta adolescente cambió 3 veces de colegio. En 3 colegios pasó lo mismo. Es decir, no hay nadie que haya sido capaz de poner freno a una situación así para protegerla. On peut se demander quel est notre devoir en tant qu'adulte. Pourquoi, à des âges de plus en plus précoces, les jeunes, comme ils le disent eux-mêmes, cessent de nous parler, si bien qu'ils sont seuls face aux situations à risque. Les jeunes sont à la recherche d'une fonction qu'ils ne trouvent pas, nous dit l'auteur. Como ya hemos escuchado tantas veces en el clamor silencioso, pero a su vez a gritos de nuestros jóvenes donde denuncian la búsqueda de una función paterna que parece habérseles diluido. Dans le dernier chapitre, nous touchons à un concept profond, se prononcer. L'outil fondamental abordé en filigrane tout au long de l'ouvrage, développé par l'auteur dans sa praxis et par conséquent dans sa conceptualisation, à savoir l'accompagnement et la direction qui caractérisent la fonction de l'adulte, celle qui va permettre aux jeunes de se prononcer en tant que sujet libre. Par ce changement de position auquel nous sommes appelés en tant qu'adultes, au moyen de l'acte fondateur que ce livre propose, Mónica Toscano nous invite à sortir de l'impossibilité pour aller vers un champ des possibles, où l'on puisse avoir l'espoir de parvenir à coopérer activement avec les jeunes. Comme je m'en exprimé, j'aimerais que tous les enfants qui sont déjà dit quelque chose qui nous fait mal au cœur quelqu'un lève la main. Ça veut dire qu'on est honnête et parce que si on dit
Non, j'ai jamais brisé le cœur, alors que c'est vrai, c'est un peu comme si on mentait et on se brisait encore plus le cœur. Ça veut dire qu'on a fait un accord avec moi et il a fait ça, il a fait des crises. Qu'est-ce que tu te dis maintenant? Essayer de s'exprimer, mais pas de ou alors d'aller dire à la maîtresse, sans me taper, se faire mal, de lire des choses. Par exemple, moi, quand j'ai levé la main pour dire que j'avais brisé le cœur de quelqu'un, ça m'a fait enlever un poids parce que mentir, c'est difficile de garder le secret, ça me fait un poids et je